Bonsoir à tous. Donc je m'appelle Antoine Viau, je suis développeur freelance. Actuellement, je suis en mission chez Renault Digital, une mission qui se termine. Et je bosse sur une application qui est composée de nombreux formulaires. Et ces formulaires, pour la plupart, ont la particularité d'être très gros. Alors ce que j'entends par très gros, c'est des formulaires qui se décomposent en différentes parties, éventuellement en sous-parties. Chacune de ces parties contiennent des contrôles. Donc pour les contrôles, c'est donc des inputs, des selects, des autocomplete, bref, des checkbox, radio, des contrôles. Et ces parties interagissent entre elles. Les contrôles interagissent entre eux. Je sélectionne tel checkbox, ça va activer tel select. Telle partie va s'activer, désactiver, etc. Alors évidemment, ces formulaires sont pas apparus énormes du jour au lendemain. C'est arrivé progressivement parce que chez Renault Digital, ils travaillent beaucoup en agilité. Donc au début, une seule partie, 2-3 contrôles, tout va bien. Deuxième partie, quelques contrôles en plus, une autre partie, des interactions, etc. Et puis, un beau jour, beaucoup plus vite qu'on ne pourrait l'imaginer d'ailleurs, on se retrouve avec une montagne de code, côté template, montagne de code, côté TypeScript. Alors j'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà vécu, avec des fichiers qui vont taper dans les 300, 400, 500, 600. Je crois que mon record absolu, ça doit être 1200 lignes. Ce qui en soi, c'est bon, faut absolument éviter d'arriver là, mais c'est des choses qui arrivent parce que voilà, c'est l'évolution d'un projet. Mais le problème, c'est que dans les formulaires comme partout, ça devient absolument impossible à maintenir, impossible à tester, et alors hyper difficile à faire évoluer. Et d'un point de vue alors plutôt personnel, parce que moi j'adore mon métier de développeur. Moi j'ai commencé le code quand j'avais 9 ans et j'ai jamais réussi à en décrocher. Le truc, c'est que moi, quand je vais au boulot le matin, je veux être content d'aller au boulot le matin. Je veux pas arriver pour mettre les mains dans une espèce de mélasse infâme où on est à 3-4 devs dessus, où on va faire le moindre git push, va provoquer des conflits à plus savoir qu'en faire, où on sait plus qui fait quoi, comment, où dès qu'on modifie une ligne, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tout va exploser. Et puis derrière, les PO vont gueuler, le client va gueuler, bref, c'est la cata. Donc arrive très vite le moment où on se dit, OK, on arrête tout. On arrête de rajouter des features, on va refactorer et on va essayer de faire juste un des premiers principes du craftsmanship en code, c'est de découper. Donc dans ce talk, il y aura 3 parties. La première, ce sera juste ça. Comment découper un formulaire. C'est un peu un retour d'expérience parce que je l'ai fait en plusieurs étapes, j'ai eu quelques galères, avec la particularité du fait que l'application est sous Angular Material, ce qui peut provoquer des surprises. Alors, pour rappel, Angular Material, qu'est-ce que c'est? C'est une bibliothèque de composants. Je vous en présente une partie ici. Bon, il y a un petit chien, c'est très mignon, etc. Mais surtout, vous avez énormément de composants pour les formulaires. Donc des contrôles. Là, vous avez un date picker, là, vous avez des boutons, là, vous avez différents inputs texte, là, vous avez un autocomplete. Un truc qu'on adore dans Angular Material, c'est l'autocomplete qui est déjà prêt à l'emploi. Plus ou moins. Donc Angular Material, c'est super parce que d'un côté, ça offre quelque chose qui est déjà en place côté UX et UI, donc pour les designers et les UX, qui suit les guidelines de Angular, de Google Material, pardon. Et puis pour nous, pour dev, c'est génial. Typiquement, alors je pense en particulier, on le verra un peu en détail, dans tout ce qui est input text, vous avez un élément magique qui s'appelle MatFormField et qui va intégrer du comportement à vos contrôles. Et le comportement, c'est quoi? C'est la gestion d'un message d'erreur, c'est la gestion d'un tooltip, c'est la gestion du focus, c'est la gestion de l'état enable ou disable, ce genre de choses. C'est qu'on n'a plus besoin de les refaire nous-mêmes, et en plus, on se base vraiment sur les épaules des géants, puisque c'est Google qui est derrière, donc vraiment, c'est un gros avantage à utiliser. Donc, on verra ça à la fin. Avant de commencer, juste une petite précision. Ce soir, je vais vous parler des formulaires Angular réactifs. Pour rappel, vous avez les formulaires orientés template, qui sont hérités de Angular 1 pour l'essentiel, qui sont très bien, très pratiques dès que vous voulez faire un formulaire relativement simple. Pensez par exemple à une page de contact. Voilà. C'est pas un truc que vous allez réutiliser 10 000 fois dans votre application. Vous mettez votre template, vous mettez la logique dans le template, ça roule tout seul, super. Inconvénient, c'est
pas très souple, c'est pas super pratique à tester, on peut pas faire énormément de choses. Donc, Angular nous propose des formulaires réactifs où là, on va avoir dans le template plutôt juste la définition du formulaire, et côté TypeScript, on aura beaucoup plus de code, de logique, de liaison avec le formulaire, mais aussi de la testabilité, de l'évolutivité, beaucoup. Et puis c'est aussi parce que c'est globalement l'équipe Angular dit voilà, utilisez plutôt ça parce que c'est quand même plus adéquat à partir du moment où vous voulez faire les choses un peu sérieusement. Donc on va commencer par juste s'occuper du découpage de formulaire, à savoir respecter le Single Responsibility Principle, principe de responsabilité unique. Vous avez un formulaire. Il y a différentes parties. L'idée, c'est de dire, je découpe pour que chaque partie fasse une chose et la fasse bien. Donc, un peu de live coding, préenregistré, je vous rassure, hein, vous n'aurez pas mes fautes de frappe. Donc, on va partir d'un formulaire tout bête qu'on va imaginer très gros. Donc, je vais vous demander de faire appel à votre imagination. Que voici, que voilà. Donc, il y a juste deux inputs. Hein. Là, vous avez un input name, où l'utilisateur doit rentrer son nom. Imaginez que derrière, vous avez une montagne de choses. First name, middle name, last name, date de naissance, numéro de sécurité sociale, signe zodiacal, genre, civilité, bref. Imaginez en fait que c'est un gros paquet qui représente l'identité. Et donc, on a un template qui est plus gros que ça. Comme on est en réactif, vous le voyez, on fait la liaison avec le template via le form builder. La logique est intégrée dans le TypeScript via les validators required. Donc on a tout simplement deux champs qu'on veut absolument qu'ils soient remplis. Alors rapidement quand même pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Ça j'aime bien le montrer pour une raison toute bête. C'est que ce que vous voyez là, c'est le two-way data bindings qu'on a découvert initialement dans Angular 1. Et à l'époque on appelait ça de la magie noire. Waouh, mais comment ils font ça? Aujourd'hui tout le monde est blasé, tout le monde dit oh, oui, j'ai fait ça la semaine dernière, encore au petit-déj. Moi, je trouve ça fabuleux. On tape quelque chose, on l'a immédiatement dans nos données, dans notre modèle. Mais bon, on est bien d'accord pour dire que ce contrôle, en fait, derrière, vous avez imaginé que vous en avez toute une tonne et qu'on voudrait juste le sortir. Comme on est dans Angular, et que Angular, c'est basé sur les composants, on va dire, on va faire un composant. En tout cas, moi, c'est le premier réflexe que j'ai eu. Donc, on fait un composant. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Tous les contrôles dont on a besoin. Donc, en l'occurrence, le seul que j'ai mis là pour éviter de vous noyer dans le code, mais imaginez qu'il y en ait plein. Et puis ensuite, côté formulaire, on va faire référence à notre composant. Voilà. On se dit, super, c'est quand même vachement pratique Angular. En 2 temps 3 mouvements, j'ai pu séparer. Sauf que ça ne marche pas du tout, ce magnifique message. Form control name must be used with the parent form group directive, etc., etc. Alors pourquoi il y a ce message? Et pourquoi je vous le montre? Parce que là, je vais vous parler de la manière dont est conçu Angular. Que c'est un problème qui peut être assez récurrent. Angular est basé sur les composants, mais il est basé sur des composants étanches. Et c'est à nous, développeurs, de gérer l'étanchéité de ces composants. En gros, on a 3 façons. On a les inputs, pour faire rentrer de l'information dans nos composants. On a les outputs, pour que notre composant émette des événements. Et on a l'injection de dépendance. Et on va le voir, on a 2 types d'injection de dépendance. Donc ça, c'est les moyens de faire rentrer des choses dans le composant et d'en faire sortir. Mais à la base, si on ne fait rien, et c'est exactement ce que je fais ici, je peux vous montrer le code très rapidement. Vous voyez, j'ai pas d'input, j'ai pas d'output, j'ai même pas d'injection de dépendance, j'ai rien du tout. Et donc mon composant là ici, comme il est étanche, il a absolument aucune connaissance de là où il est. Est-ce qu'il est dans un formulaire? Il n'en sait rien. Est-ce qu'il a des frères et sœurs? Et il n'en sait rien non plus. Il est étanche, il n'a aucune connaissance de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on a ce fameux message qui nous tombe dessus, qui de façon plus concrète nous dit, ton composant il a un form control name, qui théoriquement est rattaché à un formulaire, mais il est où le formulaire? Je le vois pas dans le template. J'ai envie de lui dire, oui, mais c'est dans le parent, enfin tu devrais pouvoir te débrouiller. Non, il n'est pas si intelligent que ça. Donc la première solution qui nous vient, c'est d'utiliser justement cette gestion d'étanchéité, comme je l'appelle, à savoir on va faire un input dans lequel on va passer notre formulaire ou notre form group. C'est juste de la transmission, bête et méchante.
Donc allons-y. Donc je rajoute un input au niveau de mon formulaire. Donc vous voyez là j'ai form by form qui est défini ici et que je vais passer à mon composant identity. Le composant identity lui-même, il a un input. On encapsule tout ça dans une div. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus propre, mais j'ai fait comme ça pour cette démo. Et théoriquement, on est bon. Alors, est-ce que ça marche? C'est un sondage. Qui dit que ça marche? Personne. Est-ce que ça marche? Levez la main pour ceux qui pensent que ça marche. Ok. Vous avez raison, ça marche. Presque. Mais là, en l'occurrence, vous voyez, ça fonctionne très bien. Quand moi j'ai employé cette solution, j'avais un énorme formulaire, mais vraiment énorme. Hein, et j'étais super content, je l'ai découpé en, je sais pas, j'ai dû faire 10 ou 12 sous-composants pour pouvoir le gérer. Et j'ai utilisé cette méthode. Chacun de mes composants enfants avait son petit form group en entrée. Et puis je l'ai testé, ça marchait. Voilà, je nageais dans le bonheur, littéralement. Sauf que j'étais sous Angular Material. Et là, je suis obligé de faire un slide noir parce que ça a été le drame. J'ai découvert qu'en fait, ça ne marchait pas du tout. Je vais vous montrer pourquoi. Je vous refais mon composant, mais ce coup-ci, je le bascule en Angular Material. Donc, en l'occurrence, le fameux matFormField dont je vous ai parlé, c'est lui qui va provoquer le comportement qui est super pratique. On n'a pas besoin de recoder à chaque fois. C'est ça qui est génial. C'est lui qui va vous permettre d'avoir de la gestion de messages d'erreur automatique, la gestion de tooltip, le focus, etc., etc. Pour la peine, j'ai aussi basculé le formulaire en Angular Material, mais c'était totalement optionnel. Hein. Plus, voilà, avec un beau bouton. Et on teste et on voit ce que ça donne. Je clique et département se met en rouge, ce qui est normal, il est requis. Mais name devrait être aussi en rouge puisqu'il est aussi requis. Pourquoi est-ce qu'il ne bascule pas en rouge? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, l'information au niveau du modèle est valide. C'est-à-dire qu'il me dit bien, bah oui, mais non, ton formulaire est pas bon, les deux sont requis, t'en as mis aucun. Et lui, il veut pas se mettre en rouge. En fait, on retombe sur le même problème d'étanchéité dont je vous ai parlé au niveau d'Angular, sauf que là, ça se situe au niveau des vues. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça m'obligerait à redécomposer, surdécomposer tout le fonctionnement d'Angular au niveau des formulaires, des contrôles, etc., etc. Retenez une chose, c'est que ce qui se passe là entre le matFormField, le input et le formulaire au-dessus, il y a une communication qui doit se faire par la vue. Et elle ne se fait pas. Elle ne se fait pas tout simplement parce que ils ne sont pas dans la même vue. Ce qu'on va faire, c'est une one-line solution qui va consister à faire de l'injection de vue. C'est peut-être un truc que vous avez vu passer en vous demandant à quoi ça sert. Ce truc s'appelle View Providers. Et ça sert typiquement à ça. Donc en l'occurrence, on n'aura plus besoin de notre input et de notre form group. On aura juste besoin des quelques lignes qui vont apparaître. Voilà, View Providers. Qu'est-ce qu'on est en train de dire là? On est en train de dire, dans mon template, je sais que tu as besoin d'un control container. Et ce control container, tu vas utiliser form group directive que tu iras chercher dans le parent. Le form group directive, c'est quoi? C'est le formulaire. Et donc, il y aura une transmission implicite automatique du parent vers l'enfant via la vue. Alors, notez une chose, c'est bien gentil d'avoir ça d'une vue à l'autre, mais on peut aussi la vouloir à l'intérieur du TypeScript pour pouvoir manipuler le formulaire, etc. Donc là-dessus, c'est aussi possible, heureusement, via le constructeur et une injection classique. Et justement, ça permet de continuer d'être dans cette logique de single responsibility principle. Parce que, vous voyez ce que je fais là, c'est que je suis en train de prendre la forme, le formulaire du parent, et d'ajouter le contrôle. Parce que initialement, qu'est-ce qu'on avait avant? On avait notre formulaire qui était déclaré dans le parent, avec le form group qui était créé, et avec à l'intérieur name et department. Mais est-ce que c'est le parent qui doit contenir name? Puisqu'on veut que ce soit du single responsibility principle. Théoriquement, le parent ne devrait pas devoir ajouter du côté TypeScript. L'enfant devrait pouvoir s'ajouter automatiquement dans le formulaire. C'est exactement ce qu'on est en train de faire là. Alors,
Je vous dis ça, c'est sujet à discussion, ça aussi dépend aussi de la manière dont vous voulez architecturer votre application. Moi, c'est le choix que j'ai fait. Je voulais vraiment que ce soit très contenu dans une logique Angular où chaque composant est vraiment en connaissance de lui-même et n'a pas forcément besoin des autres. Et là, il a juste besoin d'un formulaire, il le reçoit par injection de dépendance. La liaison pour Angular Material se fait par le view providers et le composant dit « Ok, dans mon formulaire parent, je m'auto-ajoute en tant que name, nouveau form control, avec ce paramètre-là. » Alors, il prendra le premier. A priori, mais je dis ça, j'ai pas testé. Alors, formulaire dans formulaire, tu parles de form group ou tu parles de différents form group, je pense qu'il sera capable de le gérer intelligemment, à vérifier. Je pense qu'en fait, comme les form group, c'est jamais qu'un objet dans un objet, d'un point de vue TypeScript, et si tu en mets plusieurs, ça va faire un objet dans un objet dans un objet, je pense qu'il va simplement s'arrêter au niveau de la hiérarchie. Je t'avouerai, je ne suis pas allé jusque-là. Ah, alors je vais répéter la question, me demander qu'est-ce qui se passe si on a une hiérarchie de formulaire ou de form group, c'est-à-dire si mon contrôle se retrouve dans un form group qui lui-même est contenu dans un form group qui, par exemple, est lui-même contenu dans un form. C'est bien ça. Voilà. Ma réponse est, vous l'avez entendu, mais ma réponse est de dire qu'a priori, Angular le gérera intelligemment puisque les form groups, c'est jamais que des objets dans des objets et que donc, il devrait s'arrêter au premier pas. Alors justement, côté formulaire, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on obtient ce résultat-là, c'est-à-dire que j'ai mon formulaire qui a directement identity, bon là on le voit pas malheureusement, dans son template, et ce identity va s'occuper de rajouter automatiquement dans le formulaire, tant au niveau du template qu'au niveau du TypeScript, ce qu'il faut dans le formulaire. Donc voilà, donc là ce que je vous ai montré, c'était uniquement de quoi faire du découpage du formulaire. Ça me semblait très important parce que je sais à quel point on peut se retrouver avec des montagnes de code qui s'accumulent et à quel point ça peut être tragique pour une application en fait, quand on ne fait pas gaffe. Donc il faut être en mesure de pouvoir découper rapidement, facilement et de ne pas perdre du temps là-dessus. De mon expérience, c'est ce qui m'a semblé le plus rapide. Maintenant, on va passer aux choses entre guillemets un peu plus sérieuses, à savoir les custom form control. Alors qu'est-ce que c'est? Dans Angular, vous avez en natif checkbox, select, input text, input number, etc., etc. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du HTML. Tout ce que vous avez dans Angular est compilé. C'est-à-dire que quand vous écrivez un template Angular, en fait, en réalité, vous n'écrivez pas du HTML. Vous écrivez quelque chose qui ressemble à du HTML, qui a l'odeur du HTML, le goût du HTML, mais c'est pas du HTML. Ce qui se passe, c'est que c'est compilé par le moteur d'Angular qui est transféré ensuite dans le DOM, qui lui pourra appeler du HTML. Ce qui est très intéressant d'ailleurs parce que, et j'attends de voir ce qui va se passer de ce côté-là avec Angular, on a la possibilité d'utiliser Angular comme un langage pour développer des applications qui ne seraient pas forcément destinées au web. Il y a eu des expériences il y a quelques années qui étaient absolument géniales pour de l'IoT. Où par exemple, vous aviez physiquement des boutons qui étaient représentés dans les templates Angular par des balises, et ça faisait un langage pour décrire les boutons d'un contrôleur MIDI, et vous appuyez dessus, et voilà, Angular s'occupait de gérer la logique. Mais pour revenir au Custom Form Control, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de pouvoir dire, je veux pouvoir aller au-delà d'un simple input. Je veux pouvoir construire mes propres contrôles. Alors, le meilleur exemple que j'ai à vous donner, c'est les contrôles d'Angular Material. Vous voulez construire, par exemple, un dead picker. Vous voulez construire un autocomplete, etc., etc. Là, en l'occurrence, moi, je me suis dit, tiens, on va construire un morpion, un tic-tac-toe en anglais, c'est un peu plus classe. Au début, c'était plus pour rigoler, mais en fait, je me suis rendu compte que ça pourrait être éventuellement utile si vous voulez faire une sorte de captcha, par exemple. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, c'est tout bête, hein. L'utilisateur va cliquer. Imaginez qu'on lui met un petit message en bas qui lui dit faites gagner X ou faites gagner O. Et si vous le faites bien, ok, ça rendra valide. Et si vous le faites mal, ça rendra invalide le contrôle. Et donc, ça validera ou invalidera le formulaire. Accessoirement, comme on vient de le voir dans la démo, je la relance pour la forme. Ce qu'on voit, c'est que quand je clique, le modèle est mis à jour en temps réel. Le fameux two-way data binding, il se passe là. Donc, c'est ça qu'on va coder vite fait. Côté formulaire, c'est très très simple. C'est l'avantage, d'ailleurs. Voici mon custom form control
que j'utilise exactement comme n'importe quel autre contrôle, comme un input, comme un select, etc., etc. C'est la même chose. Je lui donne un form control name, je lui donne une référence au TypeScript, je peux rajouter mes propres paramètres si je veux, donc en l'occurrence, ce serait la taille de l'échiquier. Et côté TypeScript, il n'y a rien qui change non plus. J'ai un form builder qui construit une forme, et dedans, j'ai une référence à mon custom form control via le form control name ici. Voilà. Alors, pour le contrôle en lui-même, on va regarder à quoi ça ressemble. Donc là, c'est le template de base. Hein. C'est juste, je dessine l'échiquier. Rien de passionnant. Pareil pour la partie TypeScript. Tout ce qu'on a, en fait, c'est de quoi initialiser l'échiquier avec un tableau à 2 dimensions. Et quand c'est pas rempli, c'est à l'intérieur, c'est avec juste un espace dans chaque cellule. Mais là où je veux vraiment insister, c'est là-dessus. Control Value Accessor. C'est là que repose toute la magie des Custom Form Control de Angular. C'est une interface qu'il faut implémenter. Alors dans les différents sujets ou conférences que j'ai pu voir, ils disaient que c'était des formulaires avancés de Angular. Pas du tout. Vous ne laissez pas effrayer par ce genre de phrase. C'est pas avancé du tout. Vous regardez juste comment ça fonctionne. C'est d'ailleurs pour ça que je fais un talk là-dessus ce soir, pour vous montrer, et j'espère vous prouver que c'est pas très compliqué, et que donc vous-même vous pouvez construire vos propres contrôles. Donc à quoi ressemble cette interface? Là voilà. Il y a 4 méthodes, mais en fait il y a que les 2 premières qui nous intéressent. La première, WriteValue, elle va juste servir à transférer le modèle à l'intérieur de notre custom form control. C'est-à-dire que si par exemple ailleurs, donc typiquement dans le parent, je fais patch value tic-tac-toe et je lui passe mon tableau, ce que je veux, c'est que visuellement, mon custom form control soit mis à jour. C'est à ça que sert WriteValue. J'envoie le tableau, le custom form control doit se transformer. C'est un one-way binding dans un sens. D'un point de vue code, c'est pas franchement transcendant, c'est même très simple. Voilà ce que je fais. Je reçois la valeur. Alors là, j'aurais pas dû mettre any, là, j'aurais dû mettre un type de tableau à 2 dimensions pour être plus clair. Tout ce que je fais, c'est je dis, bah voilà, mon échiquier, il reçoit la valeur que tu lui passes, le tableau à 2 dimensions. Si jamais on reçoit undefined, parce que c'est une valeur par défaut, on remplace par un échiquier vide. Deuxième méthode à implémenter, tout ce qui concerne le propagate change. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué, bon, pas énormément non plus. Ça se passe en 3 étapes. Quand Angular initialise votre custom form control, ce qui va se passer, c'est qu'il va donner une fonction à votre contrôle et il va la donner via la méthode registerOnChange que vous devez implémenter. À un moment donné, votre contrôle va évoluer typiquement parce que l'utilisateur va cliquer par exemple dans une des cellules, ce qui modifie son modèle interne. Et vous voulez informer Angular que le modèle interne a changé pour que lui puisse enclencher sa change detection, prévenir d'autres composants éventuellement, jouer avec la validation des formulaires, etc., etc. Donc ce qui va se passer, c'est que vous, au moment où il y avait le registerOnChange, où Angular vous a donné une fonction, vous avez gardé cette fonction bien au chaud, et au moment où l'utilisateur clique et modifie le modèle, vous appelez cette fonction qui va transmettre à Angular l'information et qui, lui, va ensuite s'occuper de faire toute la mise à jour. C'est ça le process. Alors en code, ça se traduit par quoi? La première ligne, propagate change, justement, c'est la fonction qu'on devra appeler. Par défaut, c'est une fonction qui ne fait rien. Angular, à un moment, va appeler registerOnChange en nous passant une fonction. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker cette fonction, on va la mettre au chaud dans propagate change. Arrive le moment où mon utilisateur clique sur une des cellules. À ce moment-là, donc je sais qu'il a cliqué. Qu'est-ce que je fais? Je change le modèle, justement. Je switch le player. Si c'était X, je passe à O et inversement. Mais surtout, j'appelle thisPropagateChange, qui est donc la fonction que j'ai reçue, en lui donnant la nouvelle valeur. Et c'est ça qui va permettre la magie du two-way data binding dans Angular. Ça vous donne accès à cette magie-là. Alors, je passe vite fait sur untouch, qui est exactement dans la même logique, sauf que là, l'idée, c'est juste que vous alliez informer Angular « Ah, mon composant a été touché ».
C'est pour la gestion du focus. Je vous passe aussi sur la dernière qui est optionnelle, qui est le disable state, qui est dans la même logique. Alors, vous avez vu en soi, enfin, j'espère, c'est pas très compliqué, il y a juste à implémenter une interface et voilà, ça fonctionne, etc. Malheureusement, il y a encore un tout petit peu de boulot à faire. Vous devez enregistrer votre contrôle auprès d'Angular. C'est une étape qui est pas très compliquée. C'est quand même bien de comprendre comment elle fonctionne. Donc là, voici. On est toujours dans le code du contrôle. Ce qui va se passer, c'est qu'on va l'enregistrer en utilisant un token d'injection de dépendance multiple. Alors, l'injection de dépendance, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Ça s'injecte dans les composants. Ça utilise habituellement des classes TypeScript. Mais vous avez la possibilité d'avoir de l'injection par des tokens. Un token, c'est juste un identifiant. Et vous avez la possibilité, derrière un token, d'avoir plusieurs choses. Pas juste une chose. Pas genre juste une valeur. Vous pouvez très bien avoir plusieurs valeurs. C'est pour ça que vous avez multi. Donc derrière ce token ngValueAccessor, vous avez l'enregistrement de tous les contrôles qui utilisent l'interface control-value-accessor. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est j'ajoute mon propre contrôle. C'est tout ce qu'on fait. On dit juste à Angular, ça y est, j'en ai fait un, je te le donne, le voici. Et d'ailleurs, c'est marqué ici. Pour ngValueAccessor comme token, je veux que tu utilises l'existant tic-tac-toe component. Alors, vous avez ce forward ref. Ça, en fait, c'est un peu, entre guillemets, une bizarrerie du langage JavaScript, TypeScript. En fait, quand vous avez des fonctions en JavaScript ou en TypeScript, vous pouvez les définir et les utiliser dans n'importe quel ordre. Ce qu'on appelle le hoisting. Vous écrivez A appelle B. Si B est défini après, c'est pas un problème. En revanche, ça ne marche pas pour les classes. Je sais plus pourquoi. Donc, ce que vous êtes obligé de faire, c'est que comme on est dans le même source, vous êtes obligé d'utiliser un tweak ici qui est le forward ref, qui va dire, OK, utilise ça, ce sera défini plus tard, ne t'inquiète pas. Et derrière, je pense qu'après, la transpilation de TypeScript en JavaScript va s'occuper de tout réorganiser comme il faut. Donc maintenant, on a enregistré. Et on refait une petite démo pour la forme. Et on voit donc que le propagate change me permet de recevoir le modèle et de l'afficher. Alors, il nous reste un petit problème ici, c'est que moi, ma spec, elle disait, ce que je veux, c'est que le contrôle soit valide à partir du moment où l'échiquier est complètement rempli. Si je reviens un peu en arrière, vous voyez, il n'est pas rempli, mais pourtant c'est marqué valide true. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait de validation. Donc on va la faire. Vous pouvez intégrer la validation au cœur de votre custom form control. C'est pas très compliqué non plus, ça se passe de la même façon que l'enregistrement. On utilise l'injection de dépendance avec un token. Ce token, c'est ngValidator. Donc, derrière ce token, vous avez tous les validators des différents contrôles. Multi pour dire qu'il y en a plusieurs. Si vous mettez pas multi, ce qui va se passer, c'est que vous allez écraser tous les autres validators. Embêtant. Et vous allez lui donner du code. useValue, et voici le code de validation. Ce qui est génial, c'est que c'est une simple fonction qui reçoit form control en entrée. Vous récupérez la valeur et vous décidez si elle est bonne ou si elle n'est pas bonne. Je vous épargne ce code-là, mais en gros, je dis, si jamais dans le tableau à deux dimensions, tu vois un espace vide, ça veut dire qu'il n'est pas rempli, donc c'est invalide. Ce que vous devez retourner, c'est nul si votre contrôle est valide. Sinon, vous retournez un objet avec chaque clé qui indique l'erreur que ça peut être. Parce que vous pourrez très bien avoir des custom form control avec plusieurs erreurs. Je sais pas, imaginez un champ, vous devez avoir une taille minimale de texte et seulement certains caractères. Bon, bah, vous pourrez très bien avoir deux erreurs. Il est trop court et en plus vous avez mis des accents dedans, par exemple. Alors, une autre petite précision, théoriquement ça ne passe pas bien, vous devriez avoir un message d'erreur parce qu'en réalité, là je l'ai fait pour vous le simplifier la vie, ça vous êtes censé le mettre dans une fonction que vous exportez. Donc en réalité, ça devrait être export function, ça, tout le code là-haut, et ensuite ici vous devriez juste avoir le nom de votre fonction. Voilà. Gardez ça dans un coin de votre tête. Alors concrètement après, comment ça marche dans le formulaire? Là je me contente juste d'afficher les erreurs en plus. Et donc on voit, tant que j'ai pas cliqué sur l'ensemble des cases, on a bien valide false, error, qui dit ce qu'elle est.
Et au moment où j'aurai tout rempli, boum, c'est valide et error est à nul. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les custom form control. À partir de là, vous pouvez vraiment imaginer ce que vous voulez. Que ce soit du dead picker, mais aussi des choses où les UX et les UI peuvent se lâcher à fond. Là, je vous ouvre autant de portes pour des bonnes choses que des mauvaises choses. Parce que si jamais il y a des UX, UI ici ou pas? Bon, tant mieux. Parce qu'après, sinon, ils se lâchent et c'est la cata, quoi. Alors, on va passer rapidement sur Angular Material maintenant. Parce que, évidemment, vous avez la possibilité de faire des custom form control pour Angular Material, tout en exploitant spécifiquement le Matform-Fill de Angular Material. Et comme c'est indiqué ici, c'est notre ami, parce que ce qui est génial, c'est qu'il va nous gérer 1 milliard de choses. Les messages d'erreur, les tooltips, focus, etc., etc. Là où c'est un peu moins notre ami, c'est que il nous oblige à implémenter tout ça. Alors, je ne sais pas à combien de temps j'en suis, mais j'ai prévu le coup. Je me suis dit que j'allais pas vous les décomposer les uns après les autres. Par contre, ce que je peux vous dire, ne vous inquiétez pas, c'est beaucoup moins complexe que le control value accessor. Si on les passe très rapidement en revue, state change, c'est juste un observable sur lequel vous allez faire next quand votre valeur change. Donc, à partir du moment où vous faites un this propagate change, vous collez à côté un state change.next. Placeholder, le placeholder. L'ID, c'est un ID unique pour votre contrôle. ngControl est passé par injection de dépendance. Focus pour dire s'il est focus ou pas focus. Empty pour dire s'il est vide ou pas vide. ShowLabelFloat. Alors, je vous montre rapidement la petite démo de ce que c'est. Donc, d'un point de vue code. Pour rappel, c'est ça qui est magique avec Angular Material, c'est qu'il y a juste, voilà, j'ai juste rajouté ces 2 lignes et c'est bon, ça va gérer pour moi le tooltip, le message d'erreur, je reclique, le message d'erreur, j'ai le focus qui est indiqué en bleu, je l'enlève, le message d'erreur qui réapparaît. Toute cette logique-là, standardisée, vous la retrouvez dans tous les composants Angular Material. Donc quand vous créez votre propre composant Angular Material et que vous voulez rajouter la même logique via le Matform-Fill, c'est à ça que sert la fameuse interface. Donc je reviens dessus. Donc le ShowLabelFloat, voilà, c'est ce qui permet de faire, tiens, ça apparaît, ça disparaît, où est-ce que je le laisse statique, ce genre de choses, les petits effets d'animation. Required, si vous voulez transmettre l'information comme quoi votre composant est requis ou pas. Disable, pour changer l'état. Donc là, c'est là où vous dites, je sais pas, si par exemple, si je reprends mon exemple avec les chéquiers, s'il y en a que 2, je veux que ce soit disable. Voilà, le mec il clique sur 2 cellules, boum, je disable. C'est là où ça va se faire. Error state. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que il y a pas si longtemps c'était un cauchemar à implémenter. Il a fallu que j'aille plonger dans les entrailles d'Angular Material pour voir comment c'était fait, etc. Aujourd'hui ils ont tout simplifié. C'est juste un booléen. Vous dites ok, je suis en erreur ou je ne suis pas en erreur. Voilà. Contrôle type qui est juste une chaîne de caractères pour typer votre composant. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Et le onContainerClick qui est le plus intéressant ici, qui consiste à dire si jamais l'utilisateur a cliqué, voici les actions que vous pouvez faire, et c'est là où vous allez par exemple mettre un focus particulier. Supposons que quand l'utilisateur clique n'importe où dans mon échiquier, je voudrais que le focus aille sur la première cellule avec un petit truc qui clignote. C'est là que ça va se passer. Donc voilà. Là, je vous ai donné les éléments, donc je vous fais un petit résumé, sur les retours d'expérience que j'ai pu avoir, moi, en travaillant sur les formulaires. Ce que j'en retiens, c'est utilisez View Providers pour découper votre formulaire et surtout découper vos formulaires. Ne gardez pas des sources qui font des centaines de lignes. C'est mal. Très très mal. Une raison toute bête, quand vous écrivez du code, c'est là où je fais un peu ma leçon de morale et mon vieux con, quand vous écrivez du code, vous écrivez pas seulement pour vous. Vous écrivez pour vos collègues. Et c'est super important parce que si vous voulez pas avoir les oreilles qui sifflent, il faut se dire, voilà, si je lui balance un paquet de code, un template qui fait 1200 lignes, si je lui balance un TypeScript qui fait 800 lignes, mais il va me détester. Parce que si à vous, on vous le balançait, vous détesteriez la personne qui vous a fait ça. Donc, gardez cette logique toujours en tête et utilisez les outils dont vous disposez parce que Angular, c'est
un framework, donc une façon de penser, une façon d'architecturer nos applications, et c'est aussi une boîte à outils. Alors, je suis complètement d'accord pour dire que la boîte à outils est parfois un peu tordue à utiliser, hein, le coût du view providers, merci. Hein. Mais une fois que vous le savez, faut l'exploiter. Control Value Accessor, moi je trouve ça assez miraculeux parce que à partir du moment où vous avez des contrôles un peu plus complexes, alors dans mon cas, ce qui s'était passé, c'est qu'on avait, à travers tous nos formulaires, on avait des endroits où on devait pouvoir sélectionner des utilisateurs selon tout un tas de règles différentes à chaque fois. Initialement, l'équipe qui avait bossé là-dessus, qui était une équipe étrangère, elle avait fait un autocomplete. Et puis elle avait copié, je crois qu'on avait 12 fois cet autocomplete. Elle avait copié, collé 12 fois l'autocomplete à travers les 5-6 formulaires. 12 fois du copier-coller, et à chaque fois, il changeait juste un petit truc à droite à gauche pour dire, ouais, alors là, c'est tel champ, là, on va faire ça un peu différemment, etc. 12 fois. Puis un beau jour, il y a un PO qui vient nous voir et qui dit, ah, écoutez, ce serait génial si vous pouviez nous rajouter une petite croix pour que l'utilisateur puisse effacer le champ. Et là, ils étaient partis pour nous modifier 12 fois, etc. Donc là, j'ai pété un plomb, j'ai dit, attendez, on va essayer de réfléchir comment faire un truc bien. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur les contrôles value accessor. Et comme on était Angular Material, j'ai fait l'extension vers le Matform Field. Et c'était quand même beaucoup plus pratique. Juste une petite chose, alors c'est dommage, j'ai pas fait de slide, j'aurais dû. Il y a plusieurs niveaux. Quand vous avez un control value accessor, vous êtes au plus bas niveau. Okay, le Matform Field va englober ce control value accessor. Mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez parfaitement faire un control value accessor qui va pas être utilisé dans Matform Field, même s'il implémente ce qu'il faut pour. Après, à vous éventuellement de refaire un surcomposant qui va intégrer le Matform Field. Bon, je sais pas si je suis très clair, mais on pourra en discuter après si vous voulez. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, et ben c'est maintenant. Merci. Pas de questions? Est-ce que c'était à peu près clair? Ah oui, alors c'est une question, il y a un autre micro. Ah, désolé. Non, mais je vais faire bonjour. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Merci d'être venu. C'est juste les derniers mots que vous avez dit par rapport au Matform Field, oui. Oui, et l'autre, je n'ai pas encore maîtrisé ce que vous avez dit. Alors, lequel? Le dernier morceau Le control value accessor? Attendez, je vais revenir juste. Vous ne l'avez pas mentionné dans le slide, vous avez dit que vous ne l'avez pas mentionné dans le slide. Ah oui, pardon, alors je recommence rapidement. Donc, ok, imaginez un autocomplete dans lequel vous rajoutez une petite croix pour effacer le champ. Voilà. Ça, c'est typiquement, c'est un truc complètement custom. L'autocomplete de base d'Angular Material ne le fait pas. Donc, vous allez faire un custom form control basé sur un control value accessor pour faire ça. Mais vous voulez pouvoir exploiter toutes les capacités de messages d'erreur, de tooltip, etc. fournies par Angular Material. Ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre ça en implémentant le Matform Field Control, mais ça ne vous oblige pas à utiliser votre contrôle dans un Matform Field. Vous pouvez très bien le mettre où vous voulez, comme ça fonctionnera tout aussi bien. C'est juste que quand il verra qu'il y a le Matform Field, il sera très content de pouvoir jouer avec, et donc de vous mettre les messages d'erreur, etc., etc. Je vais vous dire pourquoi je parle de ça, parce qu'en fait, dans l'application qu'on utilise, on utilise AGGrid. Okay, dans AGGrid, cette fameuse sélection d'utilisateurs, elle ne se fait pas avec le Matform Field. On ne peut pas, pour des raisons techniques. Donc la gestion d'erreur, elle est complètement différente, elle est complètement séparée. Mais ce que j'ai pu faire, c'est l'utiliser d'un côté dans un formulaire classique. Donc là, gestion d'erreur avec le petit machin qui flotte et tout et tout et tout. Et dans l'AGGrid, là, par contre, c'est juste l'autocomplete standard. Oui, j'avais une question ici.
dit quand tu crées le composant identité component, Oui. là, et tu utilises le view provider pour Oui. créer dynamiquement le form control. Du coup, je voulais savoir comment tu lis la valeur de ce form control et passer du parent à cet enfant en identité component. Et c'est ça la magie d'Angular, c'est qu'il le fait pour nous. On n'a pas besoin de s'en occuper. Mais tu crées dynamiquement l'enfant. Comment on peut dire? Parce que ça se crée C'est Angular qui s'en occupe pour nous. C'est ça qui est magique. Ah oui, oui, c'est... Alors non, mais ça peut sembler surprenant, mais effectivement, vous avez le view provider qui va faire la liaison, et de l'autre côté, au moment où vous initialisez votre composant, avec le ng-on-init, effectivement, je fais un parent_form.setControl. Je crée le contrôle qui est rattaché au template dans Identity, et derrière, le view provider va s'occuper de faire la liaison avec le parent, et vous verrez, si vous, alors c'est dommage, j'aurais dû vous mettre à la démo, vous montrer l'objet, mais vous verrez que le contrôle a été rajouté dans le form group du parent. Le CSS, je ne sais pas ce que va faire le CSS dans l'histoire. Non, mais c'est juste un tableau de 9 cases, hein. Il n'y a pas de CSS particulier. Ah, si, pourtant il y en avait. Il y avait un double ng4 avec... Ouais, c'est RTB. Ah, j'aurais peut-être dû vous dire au départ, interrompez-moi si je vais trop vite. Ouais, je suis désolé, j'aurais dû y penser avant. Là, en fait, il parlait du composant Identity, celui le tout premier que j'ai montré, avec le fait que tu peux très bien, d'un côté, dans le formulaire parent, dans sa définition au niveau TypeScript, tu n'en parles pas. Ouais. Et donc, comme je te dis, ça fonctionne magie. Ça fonctionne très bien. Il reste encore un petit peu de magie noire à l'intérieur d'Angular. Moi, c'est super. Moi, ça me fait super plaisir quand je vois ça. On pourra regarder si tu veux. Il y a pas de souci. Ah, une autre question. Non, c'est bon. Il y a d'autres questions. Attends. Tu parles au micro pour qu'on t'entende. C'est juste pour savoir si on aura les slides ou ça sera... Oui, de toute façon, une vidéo va être faite avec l'enregistrement, etc. Vous inquiétez pas, tout sera là. Il y aura pas de problème. On mettra sur le groupe le lien avec l'enregistrement parce qu'il n'y a pas de slide du coup. Bah, je crois qu'on passait. Ah ouais, je pourrais vous mettre le code source aussi sur GitHub. Il faut juste que je le réorganise un petit peu. Actuellement, il est splitté dans plein de branches. Mais je vais vous mettre ça sur GitHub, vous inquiétez pas. Vous me laissez une petite semaine pour que je le prépare. Et il y aura ça. Donne-moi juste une seconde, Vassim. J'ai deux petites questions. Alors, je vais prendre un truc. Je vais faire ce qu'on appelle un ROTI, un retour. Je sais plus ce que ça veut dire. Mais en gros, j'ai une petite question. Donc, vous allez juste lever la main en mettant avec les doigts. 5, vous avez tout compris. C'était très clair. C'est super. 1, vous savez absolument pas de quoi j'ai parlé, et entre les deux. Donc si vous pouvez juste me faire un petit retour comme ça vite fait, vous levez la main et vous vous dites, voilà, comme ça j'ai une petite vision d'ensemble. Ah, vous êtes sympa, je vois beaucoup de 4, donc ça me fait plaisir. C'est super. Et de toute façon, n'hésitez pas à venir me voir après si vous avez des questions sur certains points. Je sais que toi, t'hésiteras pas, donc welcome, hein, n'hésitez pas.